Pour cette seconde présentation, nous accueillons le professeur Kakoub, que l'on présente presque plus, entre guillemets, chef de service de médecine interne à la Pitié-Salpêtrière. Vous allez nous parler des carences martiales dans les maladies chroniques. C'est vrai qu'on a souvent Je vais cette essayer, problématique-là mais j'ai pas. dans le cadre de nos suivis, ou alors on nous demande des avis pour ces carences-là. Donc, Bon, bonjour, merci pour l'invitation. À plusieurs titres. D'abord parce que j'ai de longue date des liens avec l'équipe Dr Morin, de très longue date, on va dire. Deuxièmement, parce que vous savez qu'il y a un rapprochement qui est en train de se faire entre la médecine interne et la médecine polyvalente. Et moi, je suis très favorable à ce rapprochement. Et donc, c'est bien qu'on ait des thèmes de discussion communs et des échanges médico-scientifiques. Donc, merci pour toutes ces raisons. Moi, je vous parlais de carences martiales en général, et en particulier dans les maladies chroniques. Et vous allez voir que c'est une situation médico-biologique qui nous touche tous les jours, avec une gestion qui n'est pas si compliquée, mais quand même. Mais quand même, il ne faut pas se tromper, à la fois pour le diagnostic et pour le traitement. Bon, je vous rappelle qu'effectivement, le fer, c'est un peu spécial, puisque c'est à la fois un élément qui est totalement indispensable à la vie, non seulement parce qu'il permet le transport d'oxygène sur l'hémoglobine, mais aussi parce qu'il est, et surtout, parce qu'il est cofacteur de très nombreuses réactions enzymatiques. Donc, pas de fer, pas de vie possible, humaine. Et trop de fer, c'est pas bon, surtout quand le fer est libre circulant dans le sérum, parce qu'il peut générer un stress oxydant. Donc le fer lié, on s'en fiche, c'est pas toxique, mais le fer libre en excès, ça peut être toxique. L'anémie, c'est archi fréquent. Et j'essaie de vous passer comme message aujourd'hui que, au-delà de l'anémie, c'est la carence martiale qui est encore plus fréquente que l'anémie. L'anémie, vous voyez là, c'est la prévalence d'anémie dans plusieurs régions du globe en fonction des profils d'âge et de sexe. Et on est entre 20 et 45%, quel que soit homme, femme, jeune, vieux, enfin bon, c'est tout le monde, quoi. Celle-là est encore plus intéressante, je trouve, c'est chaque barre, chaque plot représente une région du monde, et c'est la prévalence de l'anémie dans chaque région du monde. Et plus intéressant encore, chaque couleur représente une cause d'anémie. Et pour faire une longue histoire courte, le vert, c'est la carence martiale. Et donc, ce que dit cette diapo, c'est que, OK, la prévalence d'anémie est variable d'un continent à l'autre, mais de toute façon, la carence martiale, pays développé, pas développé, du nord, du sud, c'est la cause numéro 1, le numéro 1. Quelques mots de définition quand même pour savoir de quoi on parle. Et ça, c'est très important. Je l'aime bien celle-là, parce que celle-là, c'est celle de l'OMS. Elle nous dit deux phrases. Pardon, c'est en anglais, j'ai eu la flemme de traduire, mais la carence martiale, c'est une situation de santé dans laquelle le fer n'est pas disponible pour les besoins de l'organisme. Je le répète, le fer n'est pas disponible pour les besoins de l'organisme. Ça, c'est la carence martiale. Et la deuxième phrase, c'est que cette carence peut être là avec ou sans anémie. Donc, il faut arrêter de répéter anémie par carence. OK, il y a l'anémie par carence, et celui de la carence sans anémie. Allons vite là-dessus, puisque la carence martiale, dans son ensemble, aura des retentissements à pratiquement tous les niveaux tissulaires, cellulaires et même intracellulaires, des éléments donc délétères à la fonctionnement du système chez l'homme, qui soit encore une fois cellulaire ou intracellulaire. Ça, c'est facile. Ce qui est facile aussi, mais c'est faussement facile, c'est les conséquences cliniques. Moi, je trouve que ça fait maintenant quand même quelques 30 ou 35 ans que je fais de la médecine. Comment dire, le polymorphisme des symptômes attachés à la carence martiale, et à l'anémie accessoirement, est tellement grand que c'est compliqué, je trouve, sur seulement la clinique, de s'en sortir. Je vous ai mis les principaux, là, qu'on a déjà mappés très bien, donc c'est les plus fréquents. Mais bon, la pâleur cutanée, d'accord, l'anorexie, la nausée, d'accord, les céphalées, d'accord, mais moi, si je vous dis le syndrome de jambes sans repos, l'essoufflement, les troubles des immunitaires, la perte de libido, bon, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. Donc, je ne suis pas sûr que la clinique va beaucoup nous aider là-dedans. Un petit rappel très rapide pour dire qu'on a 4 cases pour les principales causes de carence martiale et d'anémie éventuellement. 1, les saignements. OK, les saignements. 2, les demandes qui augmentent essentiellement chez l'enfant, la femme enceinte ou ceux qui font des sports d'endurance. Rappelez-vous, les triathlètes, les marathoniens sont souvent très carencés en fer. L'autre élément possible, c'est quand vous avez
une diminution des apports. Donc, bien sûr, si vous êtes végétarien, anorexique et autres troubles de l'alimentation, vous aurez moins d'apports. Et puis, la dernière qui vous intéresse plus aujourd'hui, c'est celle qui est liée essentiellement aux maladies inflammatoires, où je vais vous montrer qu'il y a une diminution de l'absorption du fer et ou une diminution de relargage du fer stocké, l'un des deux mécanismes, qui va aboutir à une carence. Et retenez la petite flèche entre les blocs, là, parce que bien souvent, les mécanismes et les causes sont multiples. Typiquement, une Mickey, c'est à la fois inflammatoire et ça saigne. Un cancer du côlon, c'est inflammatoire et ça saigne. Et donc les situations qui sont monothématiques, le saignement pur, c'est-à-dire saignement gynécologique de la femme jeune, ok, c'est fréquent, mais c'est pas si compliqué à traiter, à gérer. C'est les autres qui sont plus compliqués à traiter et à gérer. Alors, celle-là, c'est une des 2 ou 3 importantes de l'exposé. En fait, vous avez 2 profils de carence martiale chez l'homme. Il y a un profil qui est la carence absolue. La carence absolue, ce que vous avez appris à la faculté, c'est j'ai une augmentation des pertes, une diminution des apports. Bref, mon stock total martial est diminué. Je sais que vous et moi, on a environ 3 à 4 grammes de stock total en fer dans l'organisme. Et donc, si on est à 2,5 grammes, notre stock, ou à 2,50 grammes, notre stock est abaissé. Dans ce cas de figure, le profil biologique qui est marqué en bas à gauche est assez simple. Oubliez la dernière ligne. Les 2 importantes, c'est saturation de transférine basse, ferritine basse. Donc ça, saignement pur, baisse d'apport pur, j'ai mon stock en fer qui baisse, j'ai une saturation basse, j'ai une ferritine basse. Celle-là, vous la connaissez. Celle que vous connaissez peut-être un peu moins bien, c'est celle qui est dite fonctionnelle. Dans la carence martiale fonctionnelle, votre stock, le stock de votre patient, est normal, même souvent élevé. Donc, il a les 3-4 grammes, comme tout le monde, de stock total. Pour des raisons que je vais vous donner dans 15 secondes, ce stock n'est pas utilisable. Et donc, comme il n'est pas utilisable, eh bien, il y a un défaut d'érythropoïèse, d'hématopoïèse, etc. Et de cofacteurs enzymatiques, et tout ce qui va avec le fer. Dans ce cas, le profil biologique, c'est toujours une saturation basse, mais dans celui-là, la ferritine est normale, le plus souvent élevée. Et donc, il y a des vraies situations cliniques qui sont celles du thème d'aujourd'hui, les situations inflammatoires, dans lesquelles vous aurez une ferritinémie normale, voire élevée, et une vraie carence en fer. Donc, message important, la ferritine seule ne peut pas vous répondre. Ferritine normale à 150 ou à 300, et vraie carence, je vais vous montrer comment ça marche. Comment je vais diagnostiquer une carence en fer? J'ai en théorie plein de marqueurs qui vont explorer chacun des compartiments où se trouve le fer, soit intracellulaire, soit de transport, soit, bon, il peut être un peu partout. Et moi, je suis un garçon qui travaille beaucoup, mais qui aime bien résumer les choses pour les retenir. Et donc, je vous propose de vous rappeler rapidement ce qu'est le métabolisme du fer, qui vous permettra de vous souvenir aussi quels sont les bons marqueurs. Donc, voilà comment ça marche le fer. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas, Claire Morin? Est-ce que ma souris est visible? Ouais. Non, je ne vois pas. Non, vous ne la voyez pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire sans souris. Donc, suivez, on est tout en haut de la diapo. On mange, vous et moi, du fer tous les jours. On tourne à droite, le fer est transporté par la transférine, puis il devient un fer fonctionnel pour aller faire l'hémoglobine, la myoglobine, les enzymes. D'accord? Le trop plein de fer qui est là va aller plus bas si on continue le cercle, dans les zones de stockage, c'est-à-dire le fer, le foie, la rate, la moelle et les macrophages. Donc, ça continue, et quand j'ai mis dans les stocks, je perds tout en bas les pertes dites insensibles en fer. Quoi qu'il se passe, j'ai des pertes dans la muqueuse digestive. Et c'est là que c'est important, premier point important, c'est que la quantité que j'absorbe en haut, vous et moi, dans la vie quotidienne, c'est environ 4 mg de fer, 4-5 mg. Et ce que je perds tous les jours, quoi qu'il se passe, c'est environ 2 mg. Et vous comprenez comme ça que l'équilibre est très ténu. Il ne faut pas grand-chose pour que je passe d'un équilibre à un déséquilibre et que je passe rapidement en carence. Pour éviter ce déséquilibre, j'ai mes fameux stocks au milieu de la diapo. Et donc, je peux aller taper dans le stock, si je manque de fer,
et recycler du fer des zones de stockage vers le sang circulant, et on repart dans le cercle, et on fait le transport et le fer fonctionnel. Ce système qui paraît simple, mais qui n'est pas si simple, est régulé. Vous avez toujours le cercle à droite, là, puis vous avez deux zones de régulation en haut et en bas. En fait, c'est le même système qui régule l'entrée en haut par le tube digestif sur l'entérocyte duodénal. Donc ça s'appelle la ferroportine. Donc sur le gros plan que vous voyez à gauche, là, la loupe de gauche, vous voyez l'entérocyte en haut, la partie de la lumière digestive en haut, et puis en bas la partie basale, qui est celle qui va être vers le sang. Et le petit transporteur qui s'appelle ferroportine va transporter le fer de l'entérocyte vers le sang. Donc c'est lui qui régule l'entrée, le transporteur. En bas, c'est le même transporteur qui permet l'export, le relargage des zones de stockage vers le sang. C'est la même ferroportine qui prend le fer du macrophage et qui le balance dans le sang. Cet ensemble de systèmes est régulé par une petite hormone, peptide qu'on appelle l'hepsidine. Et cette hepsidine est produite par le foie, 24 acides aminés, et son rôle, enfin son action, quand elle est produite, et je vais vous dire pourquoi elle est produite, c'est d'aller bloquer l'action de la ferroportine. Donc s'il y a trop d'hepsidine, ma ferroportine, mon transporteur de fer, ne marche pas. Ce qui aura comme conséquence de bloquer l'entrée du fer par voie digestive, ce qui aura comme conséquence à droite d'éviter, d'empêcher l'export du macrophage ou du foie vers le sang. Vous voyez sur ce schéma général, comme l'hepsidine est produite en excès en cas d'inflammation, essentiellement, alors qu'elle est bloquée dans sa production en cas de carence martiale. Mais le thème du jour, c'est l'inflammation. Donc si j'ai trop d'inflammation, je produis un excès d'hepsidine qui bloque la ferroportine et qui m'empêche d'absorber du fer par voie orale et de relarguer du fer des zones de stockage. Et donc, premier petit message, si vous avez une situation inflammatoire, et attention, l'inflammation ne veut pas dire la CRP à 200. Hein. Les maladies chroniques, les principales maladies chroniques, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, le diabète, les maladies néoplasiques, mais aussi les maladies effectivement inflammatoires, rhumatismales ou non. Toutes celles-là sont à des degrés d'inflammation plus ou moins importants, mais sont inflammatoires, connus, reconnus. Donc toutes celles-là vont s'accompagner d'une inflammation de bas bruit qui va impacter sur ce que je vous donne là, c'est-à-dire hepsidine, ferroportine bloquée, et donc donner du fer oral à ces patients est non seulement inutile, mais toxique au sens effet secondaire. Il y aura zéro absorption sur l'entérocyte, et les patients auront les ballonnements, la diarrhée, mais aucune absorption. Et donc, in fine, quel marqueur je vais utiliser, moi, pour la carence martiale? J'en prends deux, et deux seulement. J'en prends un qui est la ferritine, qui est le message à gauche du stockage dans les zones que je vous ai décrites, et un au milieu qui est le transporteur, qui est la transférine, en fait, la saturation de transférine, en sachant qu'à droite, le taux d'hémoglobine n'est pas pour moi un marqueur de la carence. Le taux d'hémoglobine, s'il baisse, c'est un marqueur de la conséquence de la carence, et pas de la carence. Donc quand on me dit anémie microcytaire, c'est un marqueur de carence, ben non. Anémie microcytaire, c'est éventuellement le reflet d'une carence martiale prolongée. Et donc l'utilisation des marqueurs, les deux que je vous ai cités, la ferritine saturation, vont être faites à la lumière des éléments que je vous ai écrits. Là, dans la carence absolue, vous avez le stock en bleu, le transporteur en vert et le fonctionnel, l'hémoglobine en rouge. Si une jeune femme de 30 ans a des règles abondantes, elle perd du sang, elle perd du fer, et donc progressivement, ces stocks en fer en bleu vont diminuer. Puis au fur et à mesure que ça diminue, à droite, j'aurai moins de fer à transporter, et donc ma saturation va baisser. Puis si ça continue, ben à la fin, j'aurai l'anémie. Et donc dans ce cas de figure d'anémie, de carence martiale absolue pure, c'est facile, la ferritine est basse, la saturation est basse. Dans le cas de carence fonctionnelle, les maladies inflammatoires qu'on vient de rapporter, dans ce cas-là, j'ai mon stock en fer là, qui est en bleu à droite, qui est plein à craquer. Je ne suis pas en carence. Le stock total, il est toujours à 4 grammes. Mais je ne peux pas l'utiliser puisque vous avez la barre rouge verticale là à droite qui empêche l'export.
la ferroportine est bloquée. Je ne peux pas sortir mon fer du macrophage, de l'hépatocyte, de la moelle. Je ne peux pas absorber mon fer par le tube digestif. Et donc, mon stock est plein à craquer, mais je ne peux pas le transporter. Et donc, tôt ou tard, ma saturation va commencer à baisser. Et puis après, il y aura l'anémie éventuellement. Et donc, dans ce cas de figure, la ferritine qui est en bleu, là, elle est normale, elle est plus souvent même élevée. Et en revanche, ma saturation est basse. Et donc, vous savez assez facilement la part des choses dans votre analyse du dossier clinique et biologique. Alors celle-là, c'est pour qu'on se fasse mal tous autant qu'on est. Comme je suis incurieux de ce qui se passe dans la vraie vie, je viens de vous montrer ce qu'il fallait faire dans le monde idéal. Donc, idéalement, quand je suspecte une carence, je dois faire ferritine CST, éventuellement CRP pour voir l'inflammation. Bon. Puis après, je traite mon patient, on verra comment on le traite, et puis je regarde ce qui se passe avant, après traitement. Ça, c'est en théorie. En pratique, la photo que vous avez là sur la diapo, c'est une analyse qu'on a faite il y a 2 ans, en utilisant une mégabase. EGB, c'est une mégabase de messageristes en ville, en France, où on a analysé plusieurs centaines de milliers de dossiers de patients, en faisant tout ce qu'il fallait comme procédure réglementaire. Bon, ok. Et la question posée, c'est, chez des patients qui reçoivent du fer, combien ont eu un bilan sanguin du bilan martial que je vous ai décrit, c'est-à-dire CST et ferritine, avant traitement, après traitement? Et là, on se fait mal. Donc, sur les quelques 166 000 patients analysés dans cette étude, publiée il y a 2 ans, on en a un tiers qui a eu la ferritine avant le traitement et 1% qui a eu le CST avant le traitement. D'accord? Donc 2 tiers qui n'ont eu aucun marqueur, en tout cas dans la base qu'on a analysée, qui est toute la base PMSI, etc., enfin la base que vous utilisez habituellement, hein, SNDS, etc. Ça, c'est avant le traitement. Et après le traitement, c'est encore pire, c'est moitié moins. C'est-à-dire les patients ont eu du fer, 2 tiers d'entre eux n'ont pas eu de marqueur avant, et 3 quarts d'entre eux, voire plus, n'ont pas eu de marqueur après. Bon, il y a du travail. Donc là, je vous rappelle ici ce que sont les situations cliniques de maladies inflammatoires chroniques, insuffisance rénale, maladie chronique rénale, chronique, pardon, pathologie cardiaque, insuffisance cardiaque, MICI, très bien, les maladies rhumatologiques ou auto-immunes, bien sûr, puis après les pathologies infectieuses et néoplasiques surtout. Et rappelez-vous que l'obésité, notamment l'obésité morbide, c'est une vraie maladie inflammatoire. Vous savez bien que l'obésité et la lipocyte, c'est un vrai organe, maintenant c'est bien connu, avec une production de plein de cytokines inflammatoires. La prévalence de la carence martiale dans ces maladies chroniques inflammatoires en France a été étudiée. On a pu mener 5 études, maintenant même une 6e est en cours, en France entre 2019 et 2020-2021, sur quand même quelques milliers de patients à chaque fois, vous voyez. Donc vous avez l'insuffisance cardiaque, oncologie, la néphrologie, la gastro, à chaque fois entre 1000 et 1500 patients. Et la seule question qu'on posait, c'était la photographie. C'était un snapshot. Et voilà le résultat. On a entre 25 et 50% quand même, hein, en fonction des profils, mais retenez quand même, c'est entre un quart et la moitié de ces patients qui ont une carence martiale définie par une ferritinémie à moins de 100 nanogrammes par ml et ou une saturation de transférine à moins de 20%. Donc ça, c'est la photo actuelle en France. Maintenant, pour finir, et je vais être parfaitement dans les temps, ce que je viens de vous dire, c'est pas juste pour comprendre les mécanismes, c'est la physiopathe, ça m'intéresse bien, mais pas que. C'est pour essayer de traiter au mieux nos patients. Et pour traiter nos patients qui ont la carence martiale, on n'a pas 50 méthodes. Soit on donne du fer oral, soit on donne du fer IV. Vous avez ici les différents fers oral, fer IV disponibles. Et celle-là résume l'affaire. Tant que j'ai une carence absolue en fer, je peux donner, en fonction des circonstances, du fer par voie orale ou du fer IV. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas de problème, j'ai pas d'excès d'hepcidine, donc ma ferroportine n'est pas bloquée. Donc mon fer sera absorbé par voie orale. Et si les patients ou les patientes peuvent le prendre suffisamment longtemps, c'est quand même 2 à 4 mois, voire 5 mois, dans ce cas-là, ça marche. C'est long, mais ça marche. Dans le cas du bas, la carence fonctionnelle, celle des maladies inflammatoires, le fer oral n'a aucune chance de fonctionner, mais zéro. Donc votre seule option, c'est le fer IV.
parce qu'il y a un excès d'hepcidine qui bloque la ferroportine, qui donc empêche l'absorption orale et empêche le largage des zones de stockage. Donc là, il faut donner du fer IV. Je voulais vous rappeler autre chose, c'est que si vous donnez du fer oral, il est inutile de monter les doses. Parce que le transporteur du fer sur l'entérocyte est saturable. Donc vous allez donner 1 ou 2 comprimés de ferrogras, de fumafère, de ce que vous voulez comme fer oral, mais montez pas à 4, 5, 6, ça va être très mal toléré, il n'y aura pas plus d'absorption. Et celle-là, c'est l'avant-dernière, je crois. Celle-là, c'est pour vous dire qu'on fait du fer IV, puisque le thème c'était maladie inflammatoire. Où va le fer IV que vous donnez? Très important. La bonne nouvelle pour nous tous, pour nos patients, c'est que vous avez ici la courbe noire. Donc ça, c'est la quantité de fer après une injection de fer intraveineux. Et puis, c'est du fer marqué. Donc, on regarde dans quel organe va le fer marqué, donné par voie IV. La courbe noire en haut, là, c'est la moelle osseuse. Donc, ça tombe bien, puisque c'est là qu'on veut qu'arrive le fer pour faire l'hématopoïèse. Bien sûr qu'en bas, vous avez un peu la rate, un peu le foie, ok, mais très peu finalement. Et ça signifie que 80 à 90% du fer IV va dans la moelle, et c'est une bonne nouvelle pour nos patients qui ont ces maladies inflammatoires. Dernière chose à retenir, quand vous allez, j'espère avoir compris maintenant qu'il faut utiliser 2 marqueurs, et la saturation et la ferritine, avec les cut-offs que je vous ai donnés, c'est-à-dire 100 pour la ferritine et 20% pour la saturation, ne faites pas trop tôt vos contrôles après traitement. Vous voyez que la correction de l'anomalie, le premier qui se corrige, c'est la saturation de transférine, ou après l'hémoglobine, mais la ferritine, c'est 3 semaines ou 1 mois plus tard. Donc moi, dans la vraie vie, je ne fais pas de contrôle avant 1 mois de saturation en ferritine et hémoglobine. Et la petite touche finale, c'est que la microcytose, c'est beaucoup plus tard que la correction. Donc voilà les conclusions de ce petit exposé très bref autour de la carence martiale. J'insiste, carence martiale archi-fréquente, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'anémie. 2 marqueurs, ferritine, saturation, qui vous permettent de faire un diagnostic non seulement de la carence, mais du mécanisme de la carence. Et quand vous avez le mécanisme, vous pouvez adapter votre traitement. Carence absolue pure, orale, carence mixte ou fonctionnelle, IV. Puis après, vous contrôlez à distance votre bilan biologique avec les mêmes marqueurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et il nous reste 3 ou 4 minutes pour les questions.